Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa. Je suis Fanny Weckscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre flash information de ce lundi 14 septembre au Cameroun. Au moins 7 morts, c'est le bilan funeste des nouveaux attentats qui ont visé l'extrême nord du pays hier dimanche. La ville de Kolofata, à la frontière avec les fiefs des islamistes nigérians de Boko Haram, a de nouveau été frappée. 2 morts supplémentaires pourraient être à compter. Il s'agit des 2 kamikazes. Également, 21 personnes ont été blessées, dont 11 sont dans un état sérieux. Alors que le déploiement d'une force militaire régionale antiterroriste approche et que le président nigérian Muhammadu Buhari est attendu ce lundi à Paris, ce sont maintenant 9 attentats suicides au total qui ont touché l'extrême nord du Cameroun depuis le mois de juillet. En Afrique centrale, le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, vient de procéder à un remaniement ministériel. Alors qu'il avait nommé un nouveau gouvernement d'ouverture vendredi dernier, certains de ses ministres nommés ont refusé de siéger. Monsieur Bongo Ondimba a notamment remplacé dans la nuit de ce dimanche l'opposant Jean de Dieu Moukani Iwangu, promu ministre d'État chargé de l'agriculture, par Mathieu Mbumba Nzengi, autre opposant. L'ouverture également avec l'entrée au gouvernement des membres des partis de la majorité présidentielle et de la société civile, avec la nomination de la chef du patronat gabonais, par exemple, Madeleine Baird, comme ministre du Commerce. L'opposition radicale en attend cependant un peu plus. Elle souhaite la modification de la Constitution pour limiter le nombre de mandats présidentiels à 2 et organiser des élections à 2 tours. Politique toujours en Guinée à présent. À l'approche du premier tour de l'élection présidentielle prévue le 11 octobre prochain, la campagne électorale bat désormais son plein depuis jeudi dernier avec la publication d'un décret du président Alpha Condé. La campagne s'achèvera le samedi 10 octobre à minuit local et GMT. 8 candidats sont désormais en lice, dont le président Alpha Condé, ainsi que son rival de 2010, le chef de l'opposition, Cellou Dalein Diallo. Si un deuxième tour doit être organisé, il se tiendra au 14e jour après la proclamation des résultats définitifs du premier tour. Et après les violences des derniers scrutins électoraux de 2010 et 2013, la société civile, tout comme la classe politique, espère désormais une élection apaisée. Je vous propose d'écouter ses commentaires. En tant que président du conseil de ville, je viens prôner la paix, je viens prôner la quiétude. Je demande à tout le monde, à tous les citoyens, à tous les militants, de s'unir à bras le corps, en Guinée tout simple, pour aller à une démocratie intelligente, une démocratie apaisée, pour des élections libres, transparentes, apaisées. Tout ce que nous voulons, c'est l'unité, parce que la Guinée a 4 pneus. Il y a la Basse-Côte, la Moyenne Guinée, la Haute Guinée et la Guinée forestière. Est-ce que le véhicule peut aller sans les 4 pneus? Non. Donnons-nous la main pour que notre pays puisse vraiment avancer maintenant. On est tous engagés derrière le professeur Alpha Condé, parce que nous croyons en lui. Il va faire le retour, quoi. Donc c'est un énorme changement, quoi. En République démocratique du Congo, l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui ordonne la tenue des élections des gouverneurs des provinces du pays avant les élections des députés provinciaux prévues en octobre prochain fait réagir, tant dans la classe politique que dans la population. Dans l'opposition, on estime que la Cour n'a pas éclairé l'opinion congolaise sur ce qui devrait être fait. Le gouvernement assure quant à lui qu'il n'avait pas d'argent pour organiser ces élections. Certains Congolais estiment toutefois que l'arrêt de la Cour constitutionnelle est une bonne chose et devrait ainsi permettre de décanter la situation. Écoutez ces points de vue d'un habitant de Kinshasa, suivi de la secrétaire générale du MLC, le mouvement de libération du Congo. La Cour a rendu son arrêt qui est acceptable et dont nous voulons voir la volonté de la CENI qui a introduit la requête, qui attendait à ce que la Cour statue par rapport à sa requête. La Cour a statué que la CENI emboîte les pas. Fort malheureusement, les propos du Premier ministre bloquent le processus électoral. Le fait pour le Premier ministre de dire qu'il n'y a pas de moyens pour l'organiser des élections, la CENI aussi ne saura pas organiser les élections telles que voulues par la Cour constitutionnelle. Donc là, on va nous ramener dans une table de la politique comme on parle actuellement.
des dialogues, pour que les choses aillent de la manière voulue par les politiques et non de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Moi, je pensais que la Cour allait donner un arrêt par rapport à la règle. La Cour a donné des avis alors que la Cour n'a pas les compétences de donner des avis. La Cour statue par arrêt. L'arrêt explique, ce sont des phrasologies qui ressemblent plus à un avis qu'à un arrêt de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle. Voilà pourquoi nous avons récusé l'attitude des membres de la Cour. Nous craignons qu'il y ait un problème de partialité, d'accointance avec les pouvoirs en face qui ne fait que multiplier des stratégies, des subterfuges pour le maintien au pouvoir du président de la République au-delà de son mandat, de son deuxième et dernier mandat. C'est très dangereux. En Afrique de l'Est, le Kenya a inauguré samedi un mémorial de guerre. Le monument, qui a été financé et remis par la Grande-Bretagne, son ancien colon, est un hommage adressé aux dizaines de millions de Kenyans qui ont été tués, torturés et emprisonnés lors de la révolte des Mau Mau dans le pays. Par ce geste, Londres entend sceller la réconciliation avec les Kenyans, une sorte de pardon que demandent les Britanniques aux vétérans Mau Mau qui portent toujours sur la tête les dreadlocks significatifs de cette période de guerre. De 1952 à 1960, les Kenyans ont revendiqué la possession de terres fertiles qui étaient détenues par les Britanniques. 55 ans après la fin de la révolte des Mau Mau, la cérémonie de samedi s'est déroulée dans la capitale Nairobi, en plein cœur du parc Uhuru, qui signifie liberté en swahili. Je vous propose d'écouter ces témoignages d'officiels qui étaient présents. L'inauguration de ce monument reflète notre aspiration collective en tant que nation à honorer nos héros et héroïnes, non seulement de les honorer, mais aussi de tirer des enseignements d'eux, qu'il est honorable de faire des sacrifices, même le sacrifice ultime si c'est pour l'honneur et la dignité. C'est la bonne chose à faire pour ceux qui ont souffert pour la Grande-Bretagne et le Kenya, et pour notre relation commune. Ce processus devrait permettre de raconter nos histoires. Partager ces histoires très personnelles fait partie des éléments clés pour soigner nos plaies, surtout lorsque les générations touchées prennent de l'âge. Aujourd'hui, nous marquons un événement historique, c'est la reconnaissance par l'administration coloniale britannique que ces actes de torture et de mauvais traitement se sont bien produits à l'encontre du peuple kényan. C'est important parce que c'est aujourd'hui le moment où le déni de ces violations prend fin. Au nord du continent, le Premier ministre égyptien Ibrahim Mehleb a présenté samedi la démission de son gouvernement au président Abdel Fattah al-Sisi, démission acceptée par le chef de l'État. Si aucune explication n'a encore été donnée à cette démission, eh bien ce changement de gouvernement coïncide cependant avec la médiatisation de plusieurs affaires de corruption et notamment l'arrestation du ministre de l'Agriculture. En attendant la formation d'un nouveau cabinet, le Premier ministre Ibrahim Mehleb est chargé de gérer les affaires courantes. La corruption également à l'ordre du jour en Tunisie, où 1 millier de personnes ont manifesté samedi. Malgré l'interdiction qui avait été donnée par les autorités de tout rassemblement, eh bien, les Tunisiens ont défilé dans le calme sur l'avenue Bourguiba de Tunis afin de dénoncer un projet de loi controversé. Présenté en juillet par le président Béji Caïd Essebsi, eh bien, ce projet de loi dit de réconciliation économique et financière prévoit l'amnistie des personnes poursuivies pour corruption, et ce en échange d'un remboursement et d'une pénalité financière. Et parmi les protestataires étaient présents samedi à la fois des partisans du Front populaire, une coalition de partis de gauche ainsi que des membres d'un mouvement citoyen. La manifestation s'est déroulée malgré l'interdiction du motif d'état d'urgence suite à l'attaque djihadiste fin juin près de Sousse. Aucun lien selon le gouvernement avec des considérations politiques. Écoutez cependant ces déclarations de manifestants. Nous manifestons pour exprimer notre rejet de ce projet de loi concernant une soi-disant réconciliation qui est en fait un véritable camouflage d'un accord qui va se faire sous la table, dans l'obscurité, avec une commission qui est une commission partiale, gouvernementale. La liberté de manifester, la liberté de rassemblement, la liberté d'expression sont citées dans la loi. Même la loi sur l'état d'urgence est une violation de la Constitution. Nous appliquons la Constitution qui est supérieure à l'état d'urgence. Quand on a instauré l'état d'urgence, c'était contre les terroristes.
À l'international, à présent, signalons cette fusillade à Marseille, dans le sud de la France. Les occupants d'une grosse voiture ont ouvert le feu hier dimanche vers 6 h du matin, heure locale, sur un groupe de personnes qui étaient abritées sous l'auvent d'un bar situé en face de l'Opéra de Marseille. Le bilan de cette attaque perpétrée en plein centre-ville est d'un mort pour l'instant et de 5 blessés. Le pronostic vital de 3 d'entre ces blessés est très engagé. Écoutez ces compléments d'information officiels. L'origine du différend est à l'heure actuelle inconnue. Tout ce qu'on sait sur la victime qui est décédée, c'est qu'elle travaillait dans la sécurité. Sécurité qu'elle assure non pas pour le bar a priori, mais pour les commerçants de l'environnement. Donc on a 3 personnes qui sont à l'heure actuelle avec un pronostic vital engagé. De nombreux témoins qui sont choqués, d'où la mise en place d'une cellule psychologique à l'hôpital de la Timone. Il a été retrouvé des douilles de 7,62-39 qui sont la munition de la Kalachnikov. Il a été retrouvé des 9 mm. Terminons ce flash information en Afrique du Sud. Le pays célèbre la béatification de son premier martyr. Prières, chants, danses, ce sont près de 30 000 catholiques qui se sont rassemblés hier dimanche dans un petit village du pays. La messe aux allures de grande fête, comme vous le voyez à l'écran, a célébré la sanctification de Bénédicte d'Assois, assassiné pour avoir lutté contre la superstition de villageois. Au Vatican même, le pape François a également tenu à rendre hommage à cet instituteur mort en martyr. Et je vous propose d'écouter ses réactions. C'est inédit. Nous n'avons jamais eu de saints dans le pays. Nous célébrions des saints d'Italie ou d'autres pays d'Afrique, mais nous n'avons jamais eu un saint sud-africain avant. Donc, ça fait plaisir d'avoir un événement de cette ampleur. C'était un homme incroyablement généreux. Il emmenait les gens aux hôpitaux et aux cliniques, et il prenait le temps de s'occuper des gens âgés. Il était passionné par l'idée d'encourager les jeunes à aller à l'école, et il avait la valeur et le sens de l'éducation. Ça a été un honneur et un privilège de le connaître. Voilà, c'est la fin de ce Vox Flash du lundi 14 septembre. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain mardi pour votre prochain point quotidien sur l'actualité. D'ici là, passez une très bonne journée. À demain.